Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio et vidéo de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'avoir le directeur de Lucans, Reynald Lemay. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Et voilà, il apparaît, c'est formidable, c'est le progrès, c'est la vidéo. Petite précision utile, parce que nous allons aborder évidemment tout un tas de choses qui impactent la sécurité sociale et les Français, le reconfinement, comment tout ça s'organise, le maintien des services publics. On parlera aussi un petit peu des négociations en cours auprès de Lucans, avec notamment la négociation autour des classifications. Et on parlera un petit peu à la fin aussi un petit peu des pratiques, des évolutions des pratiques au sein des différentes caisses nationales, du fait, mais pas que du fait, des conséquences un petit peu des gestions en mode confinement. Mais je tiens à préciser, nous sommes le 2 novembre, donc les informations que vous aurez seront celles du 2 novembre. Si entre-temps il se passe des choses, ça, c'est les aléas du direct. On agira et on notera dans l'espace social européen les différentes modifications que Lucans peut apporter ou les caisses de sécu peuvent apporter au dispositif installé. Voilà, je rentre dans plus vite dans le vif du sujet, monsieur le directeur. La semaine dernière a été décidé le reconfinement. Ce n'est pas une nouveauté pour la sécurité sociale parce qu'il y a déjà eu un confinement au printemps dernier. Comment s'organise cette deuxième saison, si on peut s'exprimer ainsi? Alors, je crois que lors de la première saison, pour reprendre votre expression, nous avions fait la démonstration finalement que nous avions pu répondre à deux exigences. Première exigence, la continuité de service. Deuxième exigence, la protection de nos salariés. Alors, concernant la continuité de service, chacun des réseaux maladie, famille, retraite, depuis vendredi, s'est organisé pour accompagner les assurés et les employeurs. Alors pour les réseaux famille, maladie, retraite, évidemment, ils se sont organisés pour le traitement, l'examen des droits, l'accueil également du public, parce que le Premier ministre a rappelé que les services publics devaient rester ouverts. Alors un accueil du public qui sera très largement aménagé, plutôt de l'accueil sur rendez-vous, de l'accueil téléphonique, mais en tout cas, les organismes de sécurité sociale continueront d'accueillir les assurés sociaux. Concernant la branche recouvrement, il s'agit bien sûr d'accompagner les entreprises et les travailleurs indépendants pour éviter évidemment limiter les conséquences économiques de cette crise. Alors, deuxième point important, je disais continuité du service public, mais également protection de nos salariés. Donc, depuis vendredi, et ça se poursuit au cours de cette semaine, nous avons basculé massivement en télétravail, comme nous l'avions fait d'ailleurs en mars dernier, sur un télétravail 5 jours sur 5 pour l'essentiel de nos activités, c'est-à-dire des activités qui sont complètement télétravaillables. Par contre, nous avons toujours des salariés qui sont présents sur site, puisqu'une partie de nos activités ne sont pas télétravaillables. Je pense bien sûr à l'accueil physique, au courrier, à l'entretien de nos bâtiments. Donc, présent sur site pour ces salariés-là. Et puis, des formules mixtes également. J'évoquais les agents d'accueil, les employeurs locaux adapteront aussi les conditions pour faire en sorte que les agents d'accueil puissent, sur une partie de leur activité, notamment des activités de back-office, puissent également télétravailler. Ce que l'on peut dire, alors je n'ai pas un chiffre aujourd'hui extrêmement précis, mais que c'est que 80% des salariés de la sécurité sociale, au moins 80% des salariés de la sécurité sociale sont, à partir d'aujourd'hui ou dans le courant de cette semaine, seront totalement ou partiellement en télétravail. D'accord. On a parlé de on caricature un petit peu avec l'histoire des saisons comme une série télé, mais la première vague était prise tout le monde de court, mais la sécurité sociale, de manière assez exceptionnelle, s'est réorganisée en très peu de temps pour mettre en place le télétravail. Qu'est-ce que vous avez appris de cette première phase qui, éventuellement, ont eu des répercussions sur cette deuxième phase? Alors, on a appris effectivement que nos salariés pouvaient se mobiliser, les organismes locaux pouvaient se mobiliser extrêmement rapidement, que nos salariés pouvaient aussi se mobiliser très rapidement, puisque nous avons été
globalement au rendez-vous. On a appris qu'on était très dépendant de la qualité de nos réseaux informatiques, hein, puisque c'est sans doute l'un des enseignements de la première vague, où le télétravail, hein, s'est mis en place beaucoup plus progressivement qu'il ne se mettra en place sur cette seconde vague. Nous avons aussi appris, ça je crois que c'est important, mais c'est un enseignement, c'est pas forcément un enseignement pour la deuxième vague, c'est surtout un enseignement pour l'après crise sanitaire, l'après confinement, c'est que le télétravail obligatoire 5 jours sur 5 n'était pas forcément notre cible d'organisation. Je crois qu'on aura à réfléchir, à tirer toutes les conséquences de cette crise, mais en tout cas, il apparaît que le modèle d'organisation qui va intégrer effectivement beaucoup plus massivement le télétravail dès lors que cette crise sera passée, ce n'est pas de recourir au télétravail 5 jours sur 5 parce qu'on voit que finalement, le collectif de travail, c'est important et que ce télétravail massif ne permet pas de préserver ce collectif de travail. Et puis, je pense qu'il y a aussi des risques psychosociaux un peu plus importants lorsque nos salariés sont isolés comme ça de manière durable à raison de 5 jours par semaine et aussi sur des périodes extrêmement longues, hein, puisque le premier confinement a duré 2 mois. On apprend toujours un petit peu des situations de crise, comme vous l'avez dit, on a basculé sur un mode de télétravail intensif, imposé. C'était des chantiers qui étaient un peu en cours en termes de réflexion au sein de la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut penser que indirectement, cette crise qui perdure un petit peu a eu un effet accélérateur sur des modes d'expérimentation, à la fois sur du travail sur lieu physique, alors, au sein des caisses ou au niveau du domicile, mais aussi sur les pratiques managériales? Est-ce que, entre guillemets, on n'est pas en train de gagner en quelques mois des progrès qui auraient pu être faits, des progrès si on peut appeler ça des progrès, en tout cas ça dépend de quel point de vue on se place, qui auraient pu prendre plusieurs années? Avant la crise, avant le confinement, nous avions à peu près 10 à 20% de nos collaborateurs qui télétravaillaient, avec des niveaux de recours au télétravail extrêmement variables d'un organisme à l'autre. Il y avait, je pense, dans les réseaux, dans certains organismes, de fortes réticences pour basculer vers le télétravail. Finalement, cette crise, hein, a levé toutes ces réticences ou beaucoup de ces réticences. Je pense qu'effectivement, demain, lorsqu'on sera revenu à une situation normale, le télétravail va s'implanter de manière durable dans nos organismes, durable en termes de salariés concernés par le télétravail et durable aussi en termes de nombre de jours consacrés au télétravail chaque semaine. Alors, avec la limite que j'évoquais à l'instant, hein, on n'ira pas vers un télétravail obligatoire 5 jours sur 5, mais en tout cas, on voit bien aujourd'hui que le bon point d'équilibre est à 3 jours de télétravail par semaine pour concilier finalement les aspirations légitimes de nos salariés, mais également préserver le collectif de travail. D'accord. Donc, cette base est à peu près valable pour toutes les caisses. Il n'y a pas de distinction. Vous avez parlé un petit peu de branche recouvrement qui est un petit peu à part, éventuellement par rapport aux trois autres. C'est un constat qui est partagé par tous. Alors, je pense qu'il faut distinguer, hein, le confinement, la sortie de crise, enfin la période entre les deux confinements, éventuellement la sortie qui se profilera, j'espère, dans quelques semaines de ce confinement. Je crois qu'effectivement, le constat partagé des membres du COMEX, c'est de dire il faut développer le télétravail dans notre institution. Je pense que le télétravail va se développer, mais avec la limite que j'évoquais tout de suite, c'est-à-dire le point d'équilibre à 3 jours, 2 jours de présentiel, 3 jours de télétravail. Et ça, je crois que c'est un constat qui est commun et qui est partagé entre à la fois les employeurs locaux, hein, qui sont présents au COMEX et les directeurs de caisse nationale qui sont également membres du COMEX. Oui, donc ce n'est pas, entre guillemets, qu'une vue de caisse centrale, c'est aussi dans les caisses locales, on parle, parce qu'il y a aussi des contextes évidemment différents, hein, de cadre de vie, de cadre professionnel. C'est un constat qui est quand même partagé par tous. On ne reviendra pas au modèle de février, enfin de pré-mars dernier. C'est pas possible.
Non, je pense que c'est pas possible. Les réticences que l'on pouvait constater dans les réseaux par rapport au télétravail, alors quand je dis dans les réseaux, c'était pas dans les réseaux, c'était plus dans les organismes, dans certains organismes locaux où il y avait une réticence par rapport au télétravail. Je pense que ces réticences aujourd'hui ont été levées puisqu'on a fait la démonstration que finalement, avec le télétravail ou avec des formules mixtes télétravail et présentiel, on pouvait assurer la continuité de service. Donc, les directeurs qui éventuellement, et pas que les directeurs, certaines organisations syndicales, peut-être aussi localement, étaient un peu plus réticentes pour développer le télétravail. Je pense que le constat qui est partagé aujourd'hui, c'est que ça a fonctionné. Et à partir du moment où le service est garanti et que nos salariés souhaitent opter pour des formules de télétravail, je pense que les employeurs, progressivement, vont augmenter le nombre de salariés bénéficiaires de ce télétravail. Oui, donc plus de souplesse, concrètement. Sur le management, est-ce que ça a un impact? Vous avez senti des pratiques émerger ou justement de nouvelles formes de management aussi évoluer? Je crois que la posture managériale, lorsque vous êtes en confinement, en distanciel, paradoxalement, vous allez être presque plus attentionné à la situation de chacun des membres de votre équipe, puisqu'ils sont à distance, donc vous n'avez pas ce contact informel au quotidien. Donc, j'allais dire que l'éloignement physique a finalement créé peut-être un peu plus de proximité avec ses proches collaborateurs, avec ses collaborateurs. Et le management a également été impacté au sens où, lorsque vous êtes dans des situations de confinement, finalement, vous allez rentrer aussi dans la vie privée de vos collaborateurs, vie privée de vos collaborateurs qui éventuellement vont avoir des enfants, donc vous allez prendre en compte cette dimension. Éventuellement, vos collaborateurs vont se trouver être conjoints d'une personne fragile. Donc tous ces éléments que vous n'aviez pas forcément en vision directe lorsque tout le monde était en présentiel, vous allez les prendre en compte de manière particulière quand vous êtes dans un schéma de télétravail massif 5 jours sur 5. Et ça, je pense que ça va durablement impacter la posture managériale. D'accord, oui, donc c'est quelque chose qu'il faudra prendre davantage en compte, qu'on prenait déjà un petit peu en compte, mais que là on touche du doigt. Parce que concrètement, comme vous dites, avec une caméra, on rentre un peu dans la vie des gens, en schématisant un petit peu, en poussant un peu le trait. Qu'est-ce que je veux dire? Je pense qu'on a pas mal abordé, parce qu'évidemment, les schémas vont évoluer. Ça, c'est ce qu'on s'était dit un petit peu avant de lancer l'interview. Il y a un sujet, par contre, qui, lui, est une lame de fond, hein. Ça fait plusieurs mois que ça traîne un petit peu à Lucan. C'est un sujet qui vous mobilise pleinement. C'est la négociation sur la classification des cadres, notamment dans la sécurité sociale. Est-ce qu'on peut un peu déjà redéfinir le contexte et le cadre de cette négociation? Alors en fait, c'est une négociation qui ne concerne pas que les cadres, hein, qui concerne Ah, les employés des cadres, hein. Nous avons donc 150 000 collaborateurs à la sécurité sociale, à peu près 2000 agents de direction, 2000 praticiens conseils et aux alentours hein, de 150 000 employés et cadres. Donc c'est bien cette négociation-là qui a été en cours, négociation que j'avais ouverte en novembre 2018. Donc aujourd'hui, 2 ans après cette négociation et 20 réunions de négociation plus tard, nous abordons une phase conclusive, hein, puisqu'il est prévu, en accord avec les organisations syndicales, de conclure cette négociation le 10 novembre prochain. Nous avions deux types d'enjeux hein, en ouvrant cette négociation. Un premier enjeu qui était un enjeu de fidélisation de nos collaborateurs, voir comment, en modifiant la classification, en modifiant un certain nombre de modes de rémunération, on fidélisait un petit peu mieux nos collaborateurs. Et bien sûr, un enjeu d'attractivité, puisque la sécurité sociale est un employeur de 150 000 salariés, mais c'est aussi un employeur qui recrute à peu près chaque année 7 000 collaborateurs nouveaux. Donc cette négociation, finalement, elle embarque deux types de mesures, des mesures qui sont liées à la classification et des mesures qui sont liées à la rémunération.
Concernant la classification, l'objectif pour nous, c'était de simplifier notre système, puisque nous avions 4 grilles de classification. Donc, nous passons de 4 grilles de classification employés cadres, ingénieurs, informaticiens, donc de 4 grilles de classification à une seule grille. Nous avions une quarantaine de niveaux à l'intérieur de ces 4 grilles. Nous passons à 9 niveaux. Et nous intégrons dans cette nouvelle grille, dans cette grille unique à 9 niveaux, des emplois repères, c'est-à-dire que nous positionnons les emplois de délégués de l'assurance maladie, conseillers informatiques service, gestionnaire conseil, on les positionne dans cette grille pour donner de la visibilité à nos salariés. Là aussi, c'est toute notre stratégie de marque employeur, de recrutement, où il faut que l'on soit simple et clair si on veut recruter des collaborateurs. Donc ça, c'est le premier type de disposition, des dispositions liées à la classification. Et nous avons deuxième type de disposition, des mécanismes. Nous avons revu nos mécanismes de rémunération avec une revalorisation extrêmement significative de nos salaires d'embauche, notamment sur les niveaux d'employés, sur les 3 premiers niveaux d'employés et sur les niveaux de cadre manager. Lorsqu'on se comparait à des organisations un petit peu proches des nôtres, on s'est aperçu que nos niveaux de rémunération étaient légèrement en dessous de ces environnements proches des nôtres. Donc, nous avons revalorisé nos salaires d'embauche. Nous avons déplafonné également nos coefficients parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est sur un niveau à la sécurité sociale, il peut arriver à un moment donné à un plafond, c'est-à-dire il ne peut pas progresser sur le plan salarial au-delà de ce plafond. Donc, nous avons déplafonné les niveaux. Autre mécanisme important dans cette proposition, nous avons revalorisé les pas de compétences. À la Sécu, on peut progresser par un parcours professionnel, c'est-à-dire je change de niveau, mais à l'intérieur de mon niveau, je peux aussi progresser en augmentant ma rémunération grâce à des pas de compétences qui valorisent, comme leur nom l'indique, les compétences que je développe. Donc là, on a également de manière extrêmement importante pour les employés, notamment, revaloriser ces pas de compétences, puisque sur les 3 premiers niveaux de la grille, le pas de compétences va passer de 700 € à 900 €, et pour le 4e niveau de la grille, il passe de 700 € à 1200 €. Donc voilà, des propositions extrêmement significatives avec les 2 objectifs que j'indiquais tout de suite, la fidélisation et l'attractivité que nous souhaitons avoir pour nos emplois. Donc, vous avez bon espoir que tout cela se conclue d'ici une semaine à peu près. Alors en fait, la procédure, c'est que nous avons cette dernière réunion de négociation le 10 novembre. À partir du moment où nous allons conclure cette négociation, nous proposerons un texte à la signature des organisations syndicales, puisque sur cette négociation, nous avons 3 organisations syndicales représentatives. Nous allons laisser un temps, bien sûr, aux organisations syndicales pour qu'elles puissent présenter ce projet de texte à leur mandant. Ensuite, ce texte sera signé, en tout cas on l'espère, par une ou des organisations syndicales, à charge éventuellement pour les organisations syndicales non signataires. Elles ont la capacité, le cas échéant, de s'opposer à la signature, enfin, notamment s'il y a une seule organisation syndicale qui est signataire. 2 autres organisations syndicales pourraient s'opposer, mais il faut absolument 2 autres organisations syndicales qui s'opposent. Si nous avons une organisation syndicale qui signe et une organisation syndicale, simplement une organisation syndicale qui s'oppose, parce que les 3 organisations syndicales pèsent à peu près 30%. Donc, le droit d'opposition, il faut peser plus de 50% pour pouvoir s'opposer à un texte. Enfin bon, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, je ne me place pas dans cette perspective-là. Je me place dans la perspective où une ou des organisations syndicales signent le texte et que nous puissions rénover fortement nos dispositifs de classification et de rémunération. Et il ne faut pas oublier quand même un point extrêmement important, c'est que sur cette négociation, nous engageons 80 millions d'euros, puisque l'État nous a octroyé une enveloppe spécifique de 80 millions d'euros pour accompagner la rénovation de cette classification. D'accord, vous avez reçu un mail, monsieur le directeur. C'est peut-être un syndicat qui vous dit qu'il va signer. 80 millions d'euros, c'est sur plusieurs années ou c'est par an?
Alors, c'est 80 millions d'euros pardon, en année pleine. Ouais, Mais la mise en place, c'est-à-dire la dernière année, c'est 80 millions d'euros. Là, dans la mesure où cette négociation avait commencé en 2018, nous devions sur 19, 20, 21 et 22 mettre en place les mesures liées à cette classification. Donc, nous avions une enveloppe qui s'étalait sur 4 ans, mais la dernière année, en l'occurrence 2022, ça représentait 80 millions d'euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour nos salariés. Donc là, dans la mesure où le texte n'a pas été signé en 2019, ni en 2020 jusqu'à présent, mais je l'espère dans les semaines qui viennent, cette classification se mettra en place en 2021 et 2022, d'accord. avec 80 millions d'euros en année pleine en 2022 et sans doute une quarantaine de millions d'euros en 2021 et 80 millions d'euros donc en 2022. D'accord. Juste sur le délai d'application entre la signature et la mise en route, ça prend combien de temps? C'est à effet immédiat ou il y a un petit décalage? Non, il y a un délai, bien sûr, hein, parce il y a un délai pour deux raisons. Première raison, il faut qu'on adapte nos systèmes informatiques, même si on a commencé à travailler, hein, puisqu'on on se dit que on espère avoir cette signature ou des signatures, donc on a commencé à réfléchir, à travailler sur le sujet. Donc, adaptation de nos systèmes informatiques, mais aussi, deuxième élément important, accompagnement des organismes locaux, des DRH, et des employeurs locaux pour expliquer le nouveau et des salariés d'ailleurs, information de l'ensemble des salariés sur les nouveaux mécanismes de cette classification qui sont quand même qui changent par rapport à l'existant. Donc l'idée pour nous, c'est une mise en place plutôt à partir de mai-juin 2021 sur les premiers éléments, notamment les éléments de nouvelles grilles grille unique, 9 niveaux, mise en place à partir de juin 2021. D'accord. Une dernière question, vous avez un petit peu posé la question tout à l'heure, à savoir, enfin vous avez soulevé la question, celle du recrutement. On imagine que dans le contexte actuel, peut-être que la politique de recrutement sur la période 2021, voire celle de fin d'année, va être impactée. Vous avez déjà un peu un premier chiffrage ou c'est beaucoup trop tôt pour se projeter? Alors, on n'a pas de premier chiffrage, hein, c'est plus du ressenti. Effectivement, lors du premier confinement, je pense qu'on a pris les uns et les autres un petit peu de retard sur les recrutements parce que le contexte était particulier, les priorités, je pense que l'ensemble des organismes étaient vraiment mobilisés sur la continuité de service. Je pense que ce deuxième confinement, alors je ne dis pas que c'est plus simple, hein, mais en tout cas, il y a déjà cette habitude. Et je pense que les retards de recrutement qu'on a pu avoir du fait du premier confinement, aujourd'hui, le processus ou les processus de recrutement feront qu'il y aura une forme de continuité. D'accord. Bon, bah, écoutez, monsieur le directeur, merci beaucoup. Vous avez répondu à toutes mes questions. Alors, évidemment, on se retournera vers Lucans en fonction des évolutions, à la fois du périmètre sanitaire, mais aussi de la réponse des pouvoirs publics et des services publics face à cette situation qui, malheureusement, au moment où on se parle, n'est pas forcément folichonne, ni en termes de perspective, ni dans la réalité actuelle. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup. Je sais que ce n'est pas simple. Vous étiez physiquement à Lucans. Je sais que même si vous télétravaillez aussi comme tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le Oui, oui, directeur. absolument. Merci à vous en tout cas. Et donc, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous. Parlons-en. Et ben, en tout cas, bon confinement à tous. Et n'oubliez pas d'écouter nos podcasts vidéo et audio. À très bientôt. Au revoir.